Ça, c'est ce qui est agréable, c'est qu'il y a toutes les ambiances. On passe d'un quartier à un autre. Et s'il fait beau, je rentre à pied des fois. Ça me met quand même 1h30. Hein. Il y a plusieurs mondes dans la ville et c'est agréable. Hein. Chute la vie au Vallon des Offres, il y a vraiment un paquet d'ambiance. Ouais. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Je m'appelle Jean-Baptiste Janisset, je suis sculpteur, basé à Marseille maintenant depuis 8 ans. J'ai fait les Beaux-Arts à Nantes et à Dijon. Je suis né à Villeurbanne, en banlieue lyonnaise, et j'ai grandi à la campagne, autour de Saint-Étienne. Pourquoi tu as décidé de venir vivre à Marseille ? Avec des amis, nous avions organisé une exposition. Donc à l'époque, aucun de nous habitait Marseille. C'était plutôt des amis de Paris, Dijon, Nantes. On a organisé une expo pendant le Printemps de l'Art à Marseille, en 2018. Et un soir de vernissage, j'avais rencontré quelqu'un. Nous avons sympathisé et après nous avons vécu une année à distance. Et moi, à ce moment-là, à Nantes, j'avais un squat, un lieu d'expo. Je venais de sortir des Beaux-Arts. J'étais assez déterminé pour m'exprimer et diffuser de l'art. Donc ce squat était très utile et j'ai dû le quitter parce que les gens de la ville étaient au courant. Et donc, changement de vie pour l'amour, je suis venu à Marseille. Dans quel quartier tu vis ? Alors, je vis pas très loin du monument, au Vallon des Offres, à côté. Alors, je suis arrivé en 2019. Alors, j'habitais pas très loin du cimetière Saint-Pierre. Enfin, j'allais régulièrement. C'était là-bas que j'allais faire mon footing. J'étais au bout de Chave, après Sakakini. Et après, par un bon plan, on avait atterri vers le Vallon des Offres. C'est comment de vivre dans une destination de carte postale ? Ah, c'est hyper agréable. Moi, je viens de la campagne, des terres. La mer, je la vois pas. Maintenant, elle m'est indispensable. Hein. J'aime la voir au quotidien. Je me vois pas vivre ailleurs, en fait, que Marseille. Maintenant, le soleil et la mer, c'est quelque chose de très important pour le quotidien. Quel est ton métier ? Je suis sculpteur. Je me définis comme sculpteur, mais à la fois collectionneur. Ça fait depuis maintenant 8 ans que je fais que j'ai une collection de moulages qui proviennent de lieux de culte, d'églises et de cimetières, donc qui proviennent de France, mais aussi de pays limitrophes pour la plupart. Et donc c'est un travail de patience, de grande curiosité, hein, parce que dans chaque village, enfin lieu auquel je puisse avoir l'opportunité de déambuler, je visite les lieux de culte par spiritualité avant tout, parce que c'est quelque chose qui me touche, et aussi pour trouver des motifs qui me plaisent, qui sont beaux. Et après, je refais des compositions en métal de ces motifs, et tout un lexique, un langage que je crée avec ces motifs que je combine par la sculpture, et maintenant, depuis quelques années, par des vidéos que je fais en 3D des sculptures que je fais. Et comment tu as décidé d'en faire ton métier ? J'ai fait un parcours assez classique. Hein. J'ai fait les Beaux-Arts. J'ai un Master 2. J'ai fait mes 5 années comme un bon nombre de futurs artistes, quoi. Et ça m'a pris aux tripes. Hein. C'était ça ou pas autre chose. Hein. Même si c'est assez difficile, ça fait des hauts et des bas. Mais on est là, on continue. En tout cas, j'ai la flamme. Et ça, c'est très important, d'avoir la flamme et de se sentir libre de ce qu'on fait. Je demande juste d'être libre, de m'exprimer. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse avoir. Après, j'ai eu un chemin assez sinueux. J'étais mauvais à l'école, donc je suis rentré un peu plus tard aux Beaux-Arts, profondément dyslexique. Mais avec de la persévérance et un peu de chance, on est là, quoi. J'ai la chance d'avoir une maman qui est médium, qui lit dans les vies antérieures. Donc je suis totalement fasciné par elle. Voilà, mon père, il est
il a pas cette spiritualité-là. Donc je suis allé assez tôt chercher des pères spirituels donc en Afrique, aller voir un marabout, auquel je suis allé le voir plusieurs fois, ou soit au Bénin, voir des sorciers vaudous. Parce que pourquoi aller en Afrique? Parce que la spiritualité, je la trouve plus puissante là-bas qu'ici. Le hasard après m'amenait à retourner en Afrique pour faire tous les pays auxquels j'ai pu aller. J'étais réinvité en résidence après. C'est peut-être pris au sérieux là-bas? Ah ouais, ben on est à la France, c'est le pays de Descartes, on est très cartésien. Voilà, moi je m'intéresse à la spiritualité, mais de toutes les religions et du syncrétisme qu'il en est. Et je trouve ça très beau d'observer. Les moyens de canalisation de ma mère et de voir ça sur un marabout, et au fin de compte c'est peu de choses la même chose, quoi. Enfin c'est une profondeur dans ce tout qui se retrouve, hein, même si les racines de chacune des fois paraissent différentes, mais elles se rapprochent assez. Et moi ce que je fais simplement, c'est de rassembler, enfin je suis avec ma poésie, rassembler des motifs et créer une forme un peu si on peut parler un peu de vibration, de tellurisme, de déplacer des formes pour que ça puisse vivre ensemble et voir ce que cela produit. Ouais. Justement, j'allais te demander, qu'est-ce que tu cherches à transmettre avec tes sculptures? Ça va paraître hyper naïf, hein, mais j'avais installé une œuvre sur l'île du Frioul pendant le printemps de l'art, il y a en 2020 ou 21, c'était pendant le Covid, c'était en 21. C'est une grosse architecture pour moi, grand, de 3,50 m. C'était des cabanes pour enfants en plastique trouvées sur le Bon Coin et tout habillé avec des moulages en plomb, entièrement habillés avec des moulages qui provenaient de ma collection. C'était vraiment, ça devient un monolithe assez imposant et tout brillant avec des têtes de mort, tous les signes du zodiaque, quelque chose assez, enfin, moi qui m'avait vraiment touché. Et quand on a fait le démontage de l'installation, il y avait une personne qui avait mis un vœu dans une petite enveloppe, les pellicules photos en plastique, un caillou et un petit message difficile à lire, mais en tout cas je trouvais ça très beau et je me suis dit waouh, le Graal, le Saint Graal de ce que je voudrais faire, ou en tout cas la mémoire de ce que j'en fais, ça puisse être des sculptures à souhait, ou je trouve ça hyper beau, quoi. Comme la fontaine de Trévise et tout ça, c'est qu'une personne mette une intention sur ma sculpture, ça c'est le plus beau des souhaits. Donc à la fois je travaille avec des galeries où j'expose dans des centres d'art, des musées, mais je peux aussi faire un effet boomerang des provenances des motifs. J'ai installé, enfin il y a une pièce qui est au Cameroun, qui est dans un sanctuaire auquel la Vierge a fait une apparition dans les années 80. Et donc c'était ma première œuvre d'art sacrée, et c'est quelque chose qui me plaît à faire, de par comprendre les mécanismes et l'échange que cela produit avec le recteur ou le pasteur. Enfin les gens, c'est beau. Il y a tout un travail avant que je me mette à fond de réflexion sur la dimension que ça puisse avoir pour les grosses pièces. Quel est ton processus de création? Par quoi tu commences? Alors, je suis assez... j'aime bien d'abord me balader. Donc moi j'appelle le moment auquel je fais un peu du glanage. Voilà, c'est mon moment de glanage. C'est quand je sillonne les villages, les villes, à faire les églises et les cimetières. Donc j'aime bien d'abord me balader sans argile, sans rien. Parce que sinon, quand je vais me balader dans un cimetière avec 10 kilos d'argile, ça va être lourd, je vais me faire mal au dos, et je vais faire un moulage impulsif parce que j'ai transpiré, j'ai eu mal au dos pour rien, donc il faut que je fasse quelque chose. Donc maintenant je le fais de manière, j'y vais sans rien, juste avec le téléphone, je me balade, je prends en photo un motif qui me plaît, et après réflexion, s'il faut, j'y retourne. Donc je le moule à l'argile, sur de la pierre ou sur du marbre. Voilà, je demande aux prêtres des paroisses, très généralement, tout se passe en bonne et due forme. Je leur demande, en échange, je leur fais souvent un motif en remerciement. Et c'est important le moment d'échange avec les prêtres aussi. Il y a toujours des interactions assez curieuses. Voilà. Et donc je moule à l'argile, après je les fais en plâtre. Et après j'utilise un silicone pour pouvoir couler du métal à basse fusion, donc de l'étain ou du plomb. Et après, une fois que j'ai ces motifs, des fois, j'en utilise
je l'utilise pas sur le coup, mais peut-être 6 mois après, il va être utilisé pour une composition, même 1 an des fois. C'est très variable. Et par contre, quand je l'utilise, c'est en mode Eureka, il va très bien dans la composition, alors qu'il traînait dans le tiroir depuis peut-être 1 an, mais je savais qu'il était beau et qu'à un moment donné, il porterait ses fruits. Mais après, par moment, des fois, en fonction des projets, j'aime bien. J'avais pu exposer au FRAC à Marseille, ou soit pour le Frioul, donc de faire des cabanes, des lieux un peu de souvenirs, des lieux de mémoire auxquels je rassemble toutes les formes dans une petite architecture. Et j'aime bien les citer, par exemple, c'est la période de glanage, comme dans un défilé de mode automne et hiver 2023, 2022, pour figer un temps. J'aime bien fonctionner comme ça aussi. Donc en fonction des projets, des fois je me donne la liberté d'utiliser dans tout mon panel, ou par contre, tel projet, c'est uniquement les derniers de la saison, quoi. Pourquoi tu utilises le métal ? À l'époque, quand j'ai utilisé ça, enfin cette envie, j'ai tout de suite été obnubilé par le métal qui fond, qui se met en ébullition. Je me sentais, il y avait une certaine force, je sentais avoir cette chose se ramollir, et cette capacité à se liquéfier, et après en fin de compte c'est toi qui domptes ce liquide pour en donner la forme que tu veux. J'ai tout de suite été vraiment fasciné par ça. Et maintenant, ce qui me plaît, c'est que les pièces qui sont vraiment monumentales, un peu invendables ou instockables, je les refonds. Du coup, je fais un circuit un peu écologique de refonte de mes pièces, mais je trouve ça beau de voir, par exemple, un ange que je refonds et qui se transforme en écureuil ou en une bougie. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très beau à voir et qui se transforme dans une autre matière. Non, le métal, j'aime beaucoup. Et chaque métaux sont différents. L'étain ne fera pas la même chose avec du plomb, ou soit avec, ou encore plus avec du laiton et du bronze. Et chaque métaux a ses spécificités, et j'apprends à les connaître et à les utiliser de manière, dans ma logique, quoi. C'est pas trop dur de fondre des pièces de tes précédentes œuvres pour en créer des nouvelles ? J'ai appris à complètement me détacher avec ça, même toujours à donner à la fois, j'ai l'impression de manipuler des objets qui puissent avoir une vocation sacrée, mais quand ils sont avec moi dans mon atelier, enfin je les manipule, quand ils sont posés par terre, je peux marcher dessus, enfin c'est costaud, hein. Tout est le moment de la transformation est beau, et c'est un peu comme un cycle de la vie, hein. J'ai été triste par moments, en sachant que ce n'est les pièces, je les reverrai pas, mais pour les gros monumentales, mais les petits que je refonds, c'est un plaisir de les revoir partir. C'est très facile, hein. Enfin, je peux les refaire assez facilement, du moment que j'ai les mots, là. Tu vis de ton art ? Alors, je fais des hauts et des bas, mais globalement, oui, j'en viens. Mais ça fait des hauts les cœurs de périodes auxquelles ça va, il y a des bons projets, et d'autres qui sont un peu plus palpables. Tu travailles sur quoi en ce moment ? Alors là, je travaille sur des miroirs. Voilà, c'est en début d'année, en décembre, depuis décembre, j'ai une exposition personnelle à Nantes, à la Scroll Gallery. Et donc, sans pression, là, j'ai un travail d'atelier auquel je fais des compositions avec des miroirs qui me font bien plaisir, à base d'étain, avec des compositions. Et je trouve que le miroir est assez intéressant, déjà pour son aspect utilitaire. Ça se domestique bien pour un habitat qui a une pièce sans un miroir, mine de rien. Mais après, je trouve aussi spirituellement, il y a un rapport un peu de magie à travers un miroir, où on n'en a pas parlé aussi avant, mais je m'intéresse à l'astrologie, enfin même l'astronomie, à travers les trous noirs. Je suis assez fasciné par ces énormes tourbillons qui sont autour de la galaxie, qu'apparemment, si on s'y rapproche, on va dans le temps, enfin on fait des voyages dans le temps. Et je vulgarise là en parlant comme ça, mais je suis assez fasciné par ça. Et à côté de ça, ma mère, elle a la voix médium, mais elle fait des lectures dans les vies antérieures. Donc en fonction dans l'état dont on est à l'heure actuelle, on a des vies antérieures qui ressurgissent plus que d'autres. Et donc elle canalise, elle rentre en contact avec cette vie antérieure qui revient au présent. Alors là, je suis fasciné, quoi. Donc à la fois de manière scientifique, toute la science actuelle parle des trous noirs, et
un peu de ce que est capable de voir ma mère. Et là, je sais pas, je trouve que le miroir, ça interagit vachement bien dans ce dispositif religieux, spirituel, du passé, futur, et que tout peut se retrouver. Et en mars, là, je vais partir en Lituanie. Enfin, un projet assez beau qui me touche. C'est un artiste qui est basé là-bas, qui a un cimetière d'œuvres. Donc c'est assez connu en Lituanie, en Europe de l'Est, auquel des artistes viennent enterrer une pièce. Alors s'il y a un film, c'est une vidéo qui va enterrer, et avec qui après c'est mis avec une stèle. Donc c'est vraiment un jardin avec plein d'œuvres. Donc il y a tout un processus, un rituel autour de l'instant. C'est filmé, c'est assez beau. Et, donc là, je prépare une boîte avec des motifs que je ne veux plus utiliser. Donc je scelle des motifs qui ont été faits. Donc il y a un ange, il y a une vierge, il y a un merci qui provient d'une église, plusieurs motifs et qui seront enterrés. Et donc je vais y aller en mars pour faire le repérage, parce que dans l'idée, la stèle, j'aimerais bien que ce soit un menhir, un gros caillou, on va appeler ça un menhir, de quelques tonnes, et auquel j'habillerai des motifs dessus. Et vu que c'est la Lituanie, que c'est proche de la Russie, j'ai une petite collection de Pax, je sais pas si vous voyez, c'est des P-A-X, et c'est la paix en latin. Enfin, c'est un motif qu'on retrouve assez de manière récurrente chez les chrétiens pour demander la paix. En vrai, je m'y sens bien, hein. Je relativise. Je suis un garçon plutôt optimiste dans la vie. La mort, en tout cas, ne me fait pas plus peur que ça. Enfin, je suis même curieux de voir l'après. Enfin, si tout est qu'une réincarnation, ce sera que du beau, hein. Ce qui est triste dans la mort, c'est peut-être les gens qui pleurent de plus les revoir, quoi. Enfin, c'est la perte de l'autre, mais tout se retrouve. Donc non, moi le cimetière, c'est vraiment des lieux qui m'inspirent si on parle après de manière architecturale ou enfin, on peut parler de spiritualité, mais aussi je mets un grand détachement dans mon travail, ou quand je vais dans les cimetières à avoir la beauté architecturale, ou même repérer l'artisan qui a fait tel motif qu'on retrouve nulle part ailleurs en France, mais on voit que les parcelles, certaines parcelles, on voit que c'est cet artisan qui les a fait. Je trouve ça trop beau de voir ces lectures de signes, enfin ces observations de tel artisan d'époque qui avait fait tel motif. Donc non, hein, je suis pas morbide. Je sais mettre mon degré de spiritualité, mais à côté de ça, à me détacher, à parler purement motif et tel design. Là, en ce moment, j'ai un motif d'épée, un super beau design, et je recherche un autre. J'aime bien avoir plusieurs motifs, mais de design différents, quoi. Donc, on peut mettre de la légèreté. Et là, dernièrement, je fais des vidéos. À travers les sculptures que je fais, je crée des scénarios auxquels on fait des scans. Des sculptures, et faire des micro-scénarios qui durent généralement 1 à 2 minutes. C'est des scénarios assez courts, et c'est joyeux, c'est des petits véhicules pour enfants qui volent, parce que voilà, j'ai une série de petits jouets, petits véhicules à roues pour enfants, auxquels je les habille entièrement, et pour moi c'est comme si c'était des véhicules qui allaient vers l'au-delà, mais l'au-delà vers les trous noirs. Enfin, je pars dans ma poésie. Moi, ce que j'aime bien dans ton travail, c'est que tu pars de symboles religieux et t'en fais des objets de la contre-culture ou de la pop-culture un peu. Ah, c'est cool, merci. Bah ouais, je veux donner accès au commun des mortels, quoi. Déjà, je suis pas baptisé personnellement, mais je m'appelle Jean-Baptiste, et pour toute autre chose, parce que ma mère fait de la généalogie, son plus vieil ancêtre, il s'appelait Jean-Baptiste. Donc c'est pour donner une force de l'ancêtre, quoi, qu'elle m'avait appelé comme ça. Mais après, je m'intéresse au christianisme, mais de manière spirituelle, même un peu à toutes les religions, pour les faire vivre entre elles. Et donc la pop culture, enfin là, se retrouver. On vit une période quand même assez délicate, hein, et donc du coup, la foi des autres, enfin on peut être spirituel sans passer par la religion d'État, quoi. J'ai écouté un podcast il y a pas très longtemps de Prune Nourri, et elle disait que l'art c'était avant tout de la recherche et être chercheur. Toi, tes sujets de recherche, quels seraient-ils? C'est vraiment autour du deuil, hein, de la mort, hein. C'est des choses qui
on peut faire ses axes de recherche. L'année dernière, j'étais un peu en difficulté financière où et j'ai eu l'idée, de vouloir travailler, de faire croque-mort. C'était incroyable. Enfin, j'ai vu des morts, j'en ai transporté et tout. Je trouvais que c'était des moments hyper, vraiment beaux, touchants. Mais le plus dur, c'était les collègues. J'avais plus d'affinité avec les morts qu'avec les vivants. Les collègues étaient assez rustres, c'était un peu l'armée. Et puis ils étaient un peu misogynes. Enfin, je sais pas, je les trouvais pas classe. Et donc donc ça a pas fait long feu, quoi. Ça fait qu'une semaine. Mais ça aurait été qu'avec des bons collègues. J'aurais été plus curieux de continuer ça. Parce que c'était vraiment des moments magiques. Quand on a fait une cérémonie auquel il fallait déjà les stèles, elles sont hyper lourdes, on se croirait comme si on était en Égypte avec des rouleaux, décaler le marbre, enfin c'était les grosses stèles en art. Et à un moment donné, c'était vraiment beau, donc on était avec la corde, on descend le corps, c'est dans les villages au-dessus d'Aubagne en mode Marcel Pagnol. Et donc on descend le corps à la corde, toi le cercueil, et là ils mettent la musique Whitney Houston, Love You Love, et là ça c'est pas beau ça. Et moi j'avais une émotion, je trouve ça trop stylé. J'ai fait un peu fossoyeur aussi, donc on a ouvert des cercueils, des tombes quoi pour après pour la future cérémonie où on en a fermé. Ouais, j'ai adoré, je me croyais en Égypte, je sais pas, l'image du chercheur. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ta casquette de curateur et de créateur d'exposition? Quand je suis rentré au Beaux-Arts à Dijon, on a une petite bande de potes qu'on est toujours bien amis. J'étais en première année, on a commencé à faire des expositions, donc on s'est toujours un peu entraîné. Avec le temps et avec l'expérience, donc on se décomplexe à oser faire les choses. Donc on a commencé à exposer dans des lieux abandonnés, dans un cloître à Dijon, c'était la première, c'était génial. Et après on a poursuivi à en faire d'autres. Quand j'ai rencontré ma compagne, c'était pour une expo avec mes amis, donc le collectif. C'était un autre collectif. Et donc à Marseille, on a exposé on a fait un groupe show pendant Artorama à l'église au-dessus de la Valentine, très belle église abandonnée. Et sinon, dans les bunkers au bord des légionnaires. Ouais. Et c'est des moments, quand on fait des grosses expos collectives auxquelles on est 7, 8 à organiser, qu'on invite 30 personnes ça crée des souvenirs. Et donc j'aime organiser ça à plusieurs ou soit seul. Maintenant, dernièrement, j'ai pu en faire dans un escape game à Marseille qui s'appelle Crypt Game à Andoum. Et ça crée tout le temps des souvenirs en fait. C'est collectif et c'est beau. C'est beau et ça permet aussi de se détacher de sa propre pratique. On n'est pas nombriliste, on pense plusieurs. Si on peut appeler ça comme une religion, je trouve que c'est beau de penser multiple et puis d'imaginer. Ce qui me plaît, c'est d'imaginer des œuvres qui peuvent s'entremêler entre elles, auxquelles moi-même je puisse incruster une de mes pièces et comment tout ça vit ensemble, s'épanouit le temps d'un instant, quoi, parce que c'est des expos souvent qui durent quand c'est des lieux abandonnés, c'est plutôt des one shot d'une journée, quoi, ou sinon dans l'escape game c'était assez court. Est-ce que tu as des projets de curation bientôt? Alors là, je suis en pause. J'ai remarqué depuis le temps que je fais ça, c'est souvent une année sur 2, ou des fois, et ça saute de 2 ans, mais l'année dernière, j'en ai fait 2, donc peut-être qu'il y aura une pause de 2 ans. C'est où le vent me mène, hein. J'aime bien... déjà, l'opportunité, le dernier, c'était un escape game, et j'ai trouvé ça, j'étais complètement... quel potentiel. Quand je l'ai visité la première fois, je suis resté 3 heures avec les grands yeux, potentiel, feu vert, il y a quelque chose. Donc à la prochaine opportunité, je suis très intuitif, donc prochain feeling, feel good, on fonce quoi. Comment tu fais ta sélection d'artistes? Elle se fait avec Instagram, mine de rien, on voit tout ce qui se fait quoi, c'est très utile. Et puis en fin de compte, on connaît les gens sans les connaître, c'est ça qui est assez dingue en fonction de comment ça se suit et tout ça. Donc des fois j'invite des amis, des gens que je connais, des très proches, même la famille, hein. J'ai invité ma sœur et son mec, ils sont tous les deux artistes ou des inconnus, c'est au feeling quoi. Est-ce qu'on peut voir ton travail à Marseille? Là, actuellement, début 2025, non, mis à part là dans ma petite chapelle, là dans mon atelier. Mais sinon, j'expose à peu près chaque année, à l'époque, au moment de Artorama. Mais sinon, je suis à la Villa Noailles, dans le sud.
le lien entre ton univers et Marseille, c'est cet endroit où on est là pour enregistrer. Et est-ce que tu peux le décrire aux auditeuristes ? C'est une petite maison typique du quartier. On est au Chute-la-Ville et là c'est le rez-de-chaussée et avec 2 petits cabanons et un jardin, un citronnier qui est en pleine forme, un figuier. Donc c'est très agréable. Il y a un barbecue. Et moi j'utilise l'un des cabanons que je reconvertis en une petite chapelle. C'est ma petite chapelle, atelier, showroom, où je fais mes siestes de mon hamac aussi. Et on y est bien. Donc c'est un atelier auquel j'y suis avec Fiona Mackay, qui est une peintre, et Jimmy Richet, aussi peintre. Est-ce que c'est accessible au public ? Il suffit de m'écrire et on peut venir visiter, oui. Enfin, tout est possible, oui. Trop bien. Je mettrai le lien de ton compte Instagram dans la description. C'est parti pour Marseille. Allez. Est-ce que Marseille nourrit ta créativité ? Oui. Pour simplement parler d'église, de cimetière, le cimetière Saint-Pierre, ça a longtemps été le plus grand de France. Maintenant, c'est le cimetière de Pantin à Paris. Mais le cimetière de Marseille, il a longuement été le plus grand. Donc il est incroyable dans ses architectures et même dans son style très méditerranéen, influence italienne, donc baroque. C'est l'un des rares endroits, je trouve, en France, qui a un peu des HLM de tombes, enfin des immeubles. Non, il est magnifique et il m'inspire énormément. Sinon, tout simplement, je fais mon footing à la corniche, je longe la corniche et je m'arrête au Prado et face à la mer, on y est bien, hein, c'est beau comme tout. Ça, c'est mon moment de calme. Et sinon, d'aller au Frioul, toujours très efficace aussi. Il y a de quoi faire à Marseille, hein, en termes de balade. Tout est beau ici. Ouais. Est-ce qu'il y a des figures marseillaises qui t'inspirent ? Marcel Pagnol, hein, j'aime bien. Hein. Ça, c'est du bon patois, quoi, dirons-nous. Et en ce moment, j'ai toujours un peu regardé de ses films, mais là, j'en ai revu quelques-uns. Ça met de la chaleur, quoi. C'est agréable. Et puis, beaucoup de la vie aux communautés aussi. C'est assez frais de regarder ça à l'heure actuelle. On les trouve très facilement sur la bibliothèque de Marseille, médiathèque numérique, il y en a plusieurs gratuits. C'est un bon tip, ça. Merci. Quelles sont tes petites habitudes du quotidien ? Alors, mon quotidien, vu que j'habite plutôt au niveau du Vallon des Auves, si on va à la typique journée atelier, on va tranquillement sortir de chez soi autour de 10h, prendre les petits vélos de la ville, on tombe sur un qui marche, c'est encore mieux, mais en ce moment ça va, j'ai la chance là-dessus. Je fais mon petit tour de vélo, on arrive à l'atelier 25 minutes après, quoi. Petit café, et petite journée au soleil, quand il fait beau, à couler le métal, et flâner. À midi, la pause, donc il y a plusieurs choix. Une petite pizzeria qui est sympa. Sinon, à côté de ça, une petite boulangerie. Et sinon, il y a la brasserie populaire, vraiment en mode ambiance autoroute, mais typique du Chute-la-Vie. Et ça fait bien le taf, quoi. Après l'atelier, et s'il fait beau, je rentre à pied des fois. Ça me met quand même 1h30. Hein. Mais bon, on passe par différents... Tellement à Marseille, c'est ce qui est agréable, c'est qu'il y a toutes les ambiances. On passe d'un quartier à un autre. Il y a plusieurs mondes dans la ville et c'est agréable. Hein. Chute-la-Vie au Vallon des Auves, il y a vraiment un paquet d'ambiance. Ouais. Comment tu décrirais Marseille à quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds ici ? Il a fallu peut-être 2 ans pour me mettre dans le jus, dans le groove, tout ça. Et au début, j'avais un sentiment Marseille. Et des fois, je la trouvais trop belle, je passais trop bonne journée. Mais des fois, je la détestais, quoi. Je sais pas, trop le bordel, ou ça va pas, quoi. Ou des interactions dans la rue que t'as rien demandé, mais tu les subis quand même. Ça, c'était mes 2 premières années. Et je dirais que maintenant, je sais pas, il y a un truc qui s'est fait, quoi. D'étoiles, enfin, d'alignement où je me suis mis au caractère marseillais. Maintenant, il y a plus je ressens moins cette c'est haut et c'est bas. Maintenant, je suis constamment bien, quoi. Tout se passe bien, quoi. Mais des fois, j'étais un peu surpris au début. Ouais. T'es quoi ce caractère marseillais ? Je sais pas, mais des interactions dans la rue. Après, on faisait beaucoup avec des amis de street canette. Donc, on passait, c'est pareil, avant à Nantes, on faisait pas trop street canette, ça caille. Donc, du coup, tu as plutôt la culture des bars. À Marseille, j'ai plutôt eu une culture un peu punk dans la street. Tu bois ta bière. Ou même tu fais tes barbecues en plein Libé. C'est ce que je fais encore de temps en temps, ça peut se faire. Et ça, c'est un style que j'aime bien, quoi. Mais donc, du coup, tu peux avoir des interactions que t'as pas forcément recherchées, mais même surtout aussi dans l'administratif, quoi. Enfin, il m'a fallu, Marseille, quoi.
Mais maintenant, tout va bien, je me suis acclimaté et je kiffe, quoi. Qu'est-ce qui te rend fier d'habiter à Marseille ? Le soleil, non, vraiment, c'est vraiment très agréable, hein, ce quotidien de soleil. Et puis même le vent, je me suis appris à l'aimer, le Mistral, qui était quand même assez vénère, qui rend un peu fou. Après, je suis pas chauvin, je suis pas. Moi, de base, je suis stéphanois, donc le cœur, le foot, si on me dit fier, je suis fier des Stéphanois. Après, Marseille, ouais, c'est le cœur. Je vais au Vélodrome, je kiffe aller voir des matchs au Vélodrome, énorme ambiance, encore plus forte que Geoffroy Guichard, je reconnais. Mais je me sens bien à ma place ici, en tout cas. Qu'est-ce qui te révolte, au contraire ? Les contrôles des trams, des bus, alors que tout doit être gratuit. Ouais, quand on voit le dispositif des gens qui surveillent pour entrer dans les bus, qui est énorme chaque été, ça va, ils pourraient mettre la gratuité, les gars, quoi. Montpellier, ils sont plus fins pour ça. C'est gratuit. C'est l'heure du portrait chinois à la sauce marseillaise. Si tu étais une odeur. La pizza de l'eau à la bouche, tu vois, on la mange face à la mer. Si tu étais un son. Le son des perruches, ça me fait bien voyager. Bon, c'est pas très bon pour la planète, quoi, mais les perruches, quand je les vois, ça me fascine. Quand je les entends, trop beau. Et si tu étais un goût. Le couscous de l'eau à la bouche, hein, est bonne ambiance et j'aime bien aller là-bas. Pas l'eau à la bouche, pardon. Sur le pouce, la dyslexie l'emporte. Mais sur le pouce, à Balzins. Si tu devais quitter Marseille, qu'est-ce que tu regretterais ? C'est chaud, vraiment je ne me vois pas ailleurs, hein. En tout cas à Paris c'est pas possible, il manque de soleil, le métro je peux pas. Donc là en ce moment c'est la mer me manquerait, le soleil. J'avoue ma petite pizza, des fois quand je bosse ici, je déjeune pas, enfin je mange très peu ou tac. La petite pizza de fin de journée elle réchauffe toujours le cœur quand même. Ça me manquerait, quoi. Est-ce que tu as une anecdote un peu spéciale, marquante à nous partager sur Marseille ? Ouais, si, on organise une expo, et là on prospecte et tout, c'était la veille du show, et là on croise Cadmerade avec son fils, qui faisait de l'urbex, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que moi je viens de la campagne vers Saint-Étienne, et lui il est originaire d'un petit village qui s'appelle Balbini, et j'ai joué au foot dans son village, quoi. Donc le recroiser là, et c'était au moment auquel je réfléchissais à m'installer et tout, je fais putain, trop beau signe, quoi, Cad, quoi. Je t'ai jamais vu avant, mais on est un peu des mêmes patelins, quoi. Et je te croise là, j'en ai quelques-unes comme ça. Pareil, on avait croisé une seule Bolt. Je dis mal, là, tu vois, le sprinter. On l'a croisé, pareil, c'était sur le finissage d'une expo qu'on avait fait au Bunker. Il était sur le terrain de basket, faire une pub pour Puma et un terrain de basket le long de... Entre Pointe-Rouge et la Madeleine. C'est ça, ouais. Et on organisait l'expo qu'on allait faire dans les bunkers là-bas. Donc souvent quand j'expose, quand il y a un truc de vibration, quoi. Enfin, je sais pas, je suis assez sensible aux signes et tout qui m'entourent, moi-même personnellement, pour que tout se passe. Enfin, si j'ai mon feeling, bonne intuition sur les décisions à prendre, sur tout ça, quoi. C'est important, quoi. Et là, quand on voit des figures pareilles dans ces moments-là, tu vois, c'est bon, quoi. T'es sur le bon chemin, quoi. Où est-ce qu'on peut donner rendez-vous aux auditeuristes pour voir ton travail ? Ici, là, dans ma chapelle, 3 rue Alexandre Ribot. Et est-ce qu'on peut en ligne, sur Instagram ? En ligne, sur Instagram, sur mon site. Jean-Baptiste Janissé, tout attaché. Et la dernière question, c'est est-ce que tu aurais un message à faire passer aux auditeuristes de ce podcast ? Franchement, d'aller au Vélodrome pour découvrir Marseille. Même ma copine, elle n'aime pas le foot et il faut aller voir l'ambiance du Vélodrome pour se mettre dans le jus de Marseille, c'est la base, quoi. Puis se baigner à la fraîche aussi, hein, c'est aussi bien. Moi, je me baigne. On peut, c'est bien un bon goût de Marseille, se baigner à la fraîche. Là, ça caille un peu, mais sinon, assez seulement sous peu. Ou soit même l'année dernière, je me suis baigné jusqu'en décembre. Donc, pas avoir peur de se baigner à la fraîche dans des coins beaux, quoi, dans des calanques et tout, ça se fait largement, quoi. Et voilà. Ah, si aussi, j'ai découvert il y a peu de temps, ça c'est ma compagne qui m'en a parlé. On peut, quand il y a le Mistral qui est fort et tout ça, il faut aller sur la côte bleue. Le Mistral, le vent va taper le vent, le Mistral vient c'est un vent de nord-ouest et là-haut, t'es à l'abri. C'est le bon spot. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcasts.
d'avance un grand merci pour votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau portrait marseillais. À bientôt!